Œuf Maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Alors aujourd'hui, nous sommes à la laiterie de Paris, au cœur de la Goutte d'Or, pour une conversation avec Pierre Coulon. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre fromagerie. Après avoir été éleveur de chèvres pendant plusieurs années en Loire-Atlantique, vous êtes venu à Paris pour travailler en tant que directeur avec la maison Androuet. Ouais. Et après, vous avez tout quitté pour faire un tour du monde du fromage pendant 2 ans. Et vous êtes enfin revenu à Paris pour créer, il y a bientôt maintenant 2 ans, la première laiterie de Paris. Alors, le premier endroit où il s'est fait du fromage à Paris. Avant, autrefois, il y avait des laiteries dans tous les quartiers. Il y en avait une dans la Goutte d'Or, il y en avait une sur Ornano. Mais c'était des endroits où les gens venaient chercher juste du lait frais. Donc il y avait du lait frais qui arrivait de l'abri notamment et qui était vendu avant l'arrivée de la grande distribution. Tous les gens allaient dans les laiteries. Nous, on est les premiers à avoir fabriqué et affiné du fromage. Avant nous, il y avait quand même Sarah de chez Otenta qui s'était lancée en mozzarella. Il faut quand même lui rendre hommage parce que c'était elle la première à réellement faire du fromage, mais elle faisait que de la mozza et de la ricotta. Donc nous, on fait les 3 laits et on transforme tout ici. Donc c'est un lieu militant où on parle équité et circuit court. Ouais. Et vous avez fait en quelque sorte le chemin inverse du retour au vert puisque vous avez créé un endroit qui est le Made in Paris. Ouais, alors c'est venu d'abord de l'histoire au vert, parce que j'ai donc été paysan pendant 6 ans, avec aussi les difficultés que connaît le monde paysan. On travaillait beaucoup, on faisait des bons produits, mais alors on n'en vivait pas du tout. Et ça a été le début de la réflexion de me dire comment on fait aujourd'hui pour vivre de son métier en tant qu'artisan, en tant que fromager, en tant que transformateur. Et c'est quand j'ai arrêté la ferme que du coup, en voyageant, j'ai vu ce modèle de fromagerie urbaine. Alors c'est les Coggirl Creamery à San Francisco qui sont pas les premières, parce que l'Angleterre avait gardé cette tradition-là. Et je me suis dit, c'est quand même totalement dommage qu'on fasse pas ça en ville. Là où on a les gens, les consommateurs, et puis du lait, c'est pas compliqué à faire venir, quoi. Puis j'avais plus envie d'être dans le monde de l'animal. Donc c'était aussi l'occasion pour moi de me spécialiser vraiment sur la fabrication. Et puis j'adore la ville, en fait. Je suis aussi citadin à la base, avant d'avoir... moi je suis nantais, j'ai grandi dans le centre de Nantes. J'ai adoré la vie à la campagne, mais je suis quand même très 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 citadin. Vous aviez évoqué l'idée un jour d'avoir votre propre élevage de chèvres. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Ouais, c'est des projets qu'on a un peu dans le coin de la tête en se disant que si un jour c'est plus calme, mais c'est vraiment très secondaire par rapport à l'activité de la laiterie de se réapproprier un peu le monde animal et de vivre un peu entre les deux. Donc forcément, il y a 2-3 moments où ça manque dans l'année. Mais c'est pas dans les projets d'actualité pour l'instant. Alors vous avez démarré avec une campagne de financement participatif qui vous a permis de lever près de 40 000 euros, ou plus de 40 000 euros d'ailleurs, ouais. Avec 670 participants, d'après ce qu'on a lu, 300 du quartier. 300 environ du quartier, ouais. Vous attendiez à un tel engouement pour ce projet ? Alors, pas du tout en fait, c'était un peu le défi de se dire si j'y arrive, c'est qu'il y a un vrai intérêt. C'est pour ça qu'on a mis le montant le plus fort. Alors à l'époque, j'étais déjà un peu suivi par mon blog et via Facebook notamment, sur mon tour du monde, mais c'était ridicule par rapport à maintenant. Et je voulais aussi symboliquement faire la plus grosse campagne, le plus gros montant sur la nourriture qui avait été fait pour montrer qu'on n'avait pas spécialement besoin des banques. Alors on a un banquier malgré tout, mais c'est très secondaire, qui va sûrement nous écouter, qui n'aime pas quand je dis à l'antenne que j'aime pas les banquiers, mais qui pouvait montrer qu'on pouvait arriver à avoir rien, parce que moi c'était le cas, j'avais rien dans les poches, mais avoir une bonne idée, se créer une communauté, et finalement financer via le financement participatif. Et la mairie de Paris est arrivée après ? Alors la mairie de Paris est arrivée après, ouais, parce qu'on a eu différents prix avec eux. Alors on s'y perd un peu, on a eu une aide à l'installation, vu qu'on était dans un quartier dit en priorité. Alors ça nous a permis de financer notre frigo à yaourt, parce que le côté priorité de la Goutte d'Or, nous on ne le ressent pas du tout au quotidien vu qu'on l'adore, ce quartier tel qu'il est, mais en tout cas il y a une politique municipale pour aider le petit commerce ici. Ensuite on a eu le prix du coup de cœur du fabriqué à Paris. Alors ça c'est pas la mairie, c'est les Parisiens. Et voilà, à leur niveau ça va être ça. Ils nous ont plus aidé sur les démarches de trouver un local, parce que moi je me suis retrouvé donc avec ces 46 000 euros et j'avais pas encore de local, quoi. Je savais que je voulais aller dans la Goutte d'Or, mais et donc tout de suite là ils ont pris le relais. Parce que c'est là où j'ai débarqué, moi, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je suis arrivé de Cambon et je suis descendu à Barbès. Et c'est très drôle aujourd'hui de repasser à Barbès comme si c'était chez moi. Alors qu'il y a 5 ans, c'était vraiment pas le cas après avoir quitté la campagne, quoi.
On vous a pas reproché d'être dans une démarche de gentrification? Si, total. Alors ça c'est vraiment un truc qui nous saoule, clairement. Alors pourquoi? D'abord on n'est pas venu changer le quartier. Ce quartier il a toujours été super mixte. Donc effectivement l'idée c'était qu'il y ait une offre pour tout le monde. Parce qu'il y a une grosse offre à côté. Nous on s'entend super bien avec les commerçants du quartier. Et c'est vrai qu'on a été un peu le symbole de ce truc-là qui se passe un peu dans le quartier avec les nouveaux arrivants et tout. Mais on a toujours prôné la mixité de la Goutte d'Or. Nous on est venu ici, 1 pour être peinard, 2 pour être planqué, 3 parce que c'était pas cher, 4 parce qu'on n'aime pas les riches, donc on voulait pas se pointer dans le 15 ou dans une grosse rue commerçante de Paris. Ensuite, on savait pas à quelle sauce on allait être mangé, donc il nous fallait vraiment, on voulait se cacher quoi. Et au contraire, nous, on gentrifie pas, on profite de l'énergie qu'il y a ici sur plein de niveaux. Que ce soit Kaidi en face de la boucherie halal qui nous aide à décharger le lait quand on est là, que tous les créateurs de mode qu'il y a rue de la Goutte d'Or, que la brasserie de la Goutte d'Or. Nous, on bosse avec tout le quartier quoi. Pas qu'avec les nouveaux arrivants qui sont venus faire un placement immobilier dans la Goutte d'Or. Les gens aiment ce quartier aussi. Votre atelier est situé au même endroit que la boutique où il est possible de pouvoir travailler, même depuis la rue. Ouais. C'était important la transparence dans la fabrication? Oui, parce que c'est la transparence dans tout, c'est-à-dire dans la fabrication, dans nos ingrédients. C'est important aussi de connaître les gens qui fabriquent les produits. C'est quand même assez drôle de voir qu'on est des petites stars sur les réseaux sociaux alors qu'on fait un job qui, il y a 10 ans, intéressait personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, les boulangers, les pâtissiers, même les bouchers et les fromagers, les gens ont envie de connaître, ont envie de savoir. Et il y a quand même une prise de conscience autour de l'alimentation. Bah parce que c'était planqué, puis quand les gens se planquent, ils font des conneries. Alors que nous, au moins, on est derrière les vitres, les gens voient ce qu'il y a sur nos étagères, ils nous voient faire les préparations, ils nous voient faire des confitures. Vendredi dernier, quand les gens sont venus, il y avait 15 kilos de fraises et 15 kilos de rhubarbe, on était en train de couper tout ça. Donc ils voient bien qu'on n'est pas en train de foutre des saloperies dans nos produits. Ce qui est rigolo, c'est que cette transparence, ça s'attendait pas à ce que ça fasse une telle promotion. Au niveau même de la profession et des envies de changer de vie. On a tous les jours 2-3 personnes qui se pointent pour avoir des renseignements sur comment on devient fromager. Votre démarche se retrouve également dans vos produits, vous mettez aucun conservateur ni colorant? Ouais, nous on veut que des étiquettes qu'on comprend, c'est-à-dire que je suis pas chimiste, je suis pas biologiste, je suis fromager. Moi j'ai toujours refusé les formations, j'ai des formations fromagères, mais j'ai beaucoup appris en fait sur le terrain avec les gens. Donc dès que je vois un E à la con, j'en veux pas, mais même en tant que consommateur. Donc l'exemple type c'est le yaourt. Nous on met du lait parce que voilà du lait, les bactéries lactiques. Et dans tous les autres yaourts il y a de la poudre de lait. Donc c'est du lait séché. Donc les industriels font ça pour valoriser la protéine laitière. Donc c'est énergivore, ça sert à rien, ça sert juste à faire un yaourt ferme parce que le client n'a pas compris que quand il prend un yaourt et qu'il le touille avec de la confiture, c'est liquide. Mais ça on le sait depuis qu'on est gamin. Si c'est solide, c'est qu'on a foutu une merde dedans, de la maïzena, un épaississant, une connerie comme ça qui... voire du gluten. Bah ouais, et nous on veut pas de produits craqués en fait, on veut pas de produits qui ont été dérivés de l'industrie. Donc on fait des yaourts liquides avec des fruits, du sucre, des confitures qu'on fait ici. Et en fait, vu ce qu'on vend, on sait aussi qu'on est un peu inspirant pour les fabricants de yaourt parce que c'était un défi au début et nos clients ils en ont rien à carrer que ce soit liquide aujourd'hui. On passe 4000 pots semaine, ça va quoi. Ça 4000 pots semaine? Ouais, on est... C'est pas mal. Ouais, ça va, pour des gens qui font des yaourts liquides, on est pas mal quand même. Vous avez obtenu une certification? Oui, moi j'ai alors une formation agricole spécialisée en élevage de chèvres et en transformation. Par la suite, comme je me suis retrouvé à donner des cours à des crémiers fromagers, j'ai repris des études par correspondance pour être quand même plus technique. Et après c'est le terrain, parce que ça fait 15 ans, 15-16 ans que je suis dans le fromage finalement, en tant que fromager, en tant que salarié, en tant que technicien aussi, donc d'intervenir sur des fermes pour la mise en place de produits, du suivi d'élevage et tout, en France à l'international. Oui, donc, vous avez une longue carrière derrière. Ouais, en fait, il y a quand même un petit CV derrière quoi, sur le fromage. Et vos produits sont une certification bio? Alors, il faut qu'on le fasse parce qu'on est débordé actuellement. Le premier frein d'abord, c'est que nos éleveurs de vaches étaient en conversion. Le chèvre, c'est des producteurs qui sont en bio. Les éleveurs de vaches étaient en conversion. Marine et Aldry qui ont eu leur conversion en février. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'on certifie l'atelier. On a 2 freins par rapport à ça. Notre lait de brebis qui est un lait de montagne et qui n'est pas bio et auquel on tient beaucoup. Donc c'est toujours après une galère de dingue, la double fabrication dans un atelier et tout ça. Certains ingrédients, parce que on travaille beaucoup sur le monde de l'épice, par exemple on travaille sur le yuzu, sur certains thés japonais et tout, genre les matchas et tout. Alors bon, ça pourrait se trouver en bio, mais c'est vrai qu'on a des partenariats avec des fournisseurs. Et c'est surtout en fait le temps de démarche. Il faut qu'on s'y mette, mais pour l'instant, on n'a même pas le temps de dormir, quoi. Donc le temps de la certification. Ouais, ça va venir parce que là on monte un atelier yaourt que lui on va faire certifier.
parce que comment on va développer la revente à l'extérieur, quand c'est nous l'étiquette, alors c'est très frustrant parce qu'en plus je déteste ça, parce que en tant que consommateur, quand vous allez dans un petit commerce, tout est bio, quoi. Donc vous allez chez le boucher, les vaches sont bio, il n'a pas le temps de se certifier, tata. Et nous c'est vraiment ça, parce qu'on ne ment pas, mais je déteste tellement les couillons qui nous vendent du vin, qui oh oui mais ils traitent pas, bon si les gens sont pas bio d'habitude c'est qu'il y a toujours un lézard, nous c'est vraiment une histoire de temps, donc on sait que... Voilà, faut qu'on résolve ça rapidement. Oui, pour les producteurs même, ça peut être même un problème d'argent. Parce que la certification, ça ouais, ça nous c'est pas ça. Non, c'est pas un gros coût, hein. C'est 150 € par an, EcoCert, c'est vraiment rien. Ça permet aussi d'organiser l'atelier. Nous, de toute façon, le coût, le surcoût, on l'a. Hein. Le lait, on paye prix bio. Tous les ingrédients qu'on a, c'est du bio. Sucre de canne, il est bio. Bon, bah, on paye 4 balles le kilo au lieu de le payer 1,20 €, quoi. Donc, en fait, on a tout ça déjà. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps sur la paperasse. Valentine de Gannet des Jardins de Courrance, qui était une de nos précédentes invitées, nous a affirmé l'été dernier qu'il restait 2 élevages de lait en Île-de-France et pas de bio. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est possible de consommer le Cahors? Ouais, il y a beaucoup plus d'élevages laitiers en Île-de-France que l'Île-de-France c'est grand. Vous avez la Seine-et-Marne notamment qui est la zone du Brie de Meaux, Brie de Melun, donc il y a beaucoup de producteurs. On est souvent sur des structures assez importantes, très conséquente, très peu d'agriculture bio, effectivement. Et ensuite, nous, ce qui fait qu'on est allé plus loin, c'est que, on ne voulait pas bosser sur des systèmes où il y a de l'ensilage. On ne voulait pas de Primolstein non plus, donc on voulait des gens qui faisaient l'effort de la race. Donc Marine et Aldric, ils ont des Normandes et des Montbéliardes. Ils sont en 100% herbe, donc on trouvait ça important. C'était des gens qui étaient aussi dans une démarche de se lancer diversifiée. Ils sont où vos producteurs? Eux, ils sont à Bréauté, en Seine-Maritime. Donc ils sont un peu plus loin, clairement. C'est pas du lait qui vient d'Île-de-France, bon, c'est du lait qui vient de Normandie, c'est pas non plus. Mais on va voir que nous on n'hésite pas à aller un peu plus loin aussi pour le lait. C'est toujours des histoires avec les producteurs. Et le lait de brebis Alors le lait de brebis vient de plus loin justement. C'est ce que je disais, c'est que c'est toujours des histoires avec les producteurs. Donc d'où aussi le pas Île-de-France, c'est qu'on veut des gens militants, des gens qui sont inscrits dans leur terroir, et aussi des gens qui sont sur une démarche de développement sur leur ferme. Donc le lait de vache, ça vient de là. Le lait de chèvre, il vient d'Ille-et-Vilaine parce qu'on le voulait en bio, parce que derrière la chèvre, s'il n'y a pas de bio, il y a des traitements hormonaux, il y a des animaux qui sortent pas, il y a plein de merde. Ça, je connais bien assez ce milieu-là pour le savoir. Et brebis, c'est une rencontre d'un éleveur dans le Béarn qui, lui, vit à 5 bornes de la frontière espagnole en pleine montagne et à 0 piste de diversification. Quand je suis passé, Lactalis, il payait son lait 85 centimes, nous on le payait 2,50 balles. Mine de rien. Justement, on dit que vous payez le lait 2 fois plus cher que la moyenne. 3 fois là, je crois. Comment vous déterminez le tarif? Je les laisse déterminer eux. En fait, je trouve que moi, par exemple, si quelqu'un vient ici chez moi me faire une réflexion, me demande comment est calculé le prix d'un fromage, j'ai pas de mal à expliquer où passe l'argent. Déjà, il n'y a pas 4 BM qui sont garés devant. On vit de notre métier, ça c'est clair. On est 9 personnes, 9 salariés. C'est énorme les charges qu'on a par rapport à ça. C'est un vrai choix. On est une entreprise aussi où nos salaires sont en partie lissés, c'est-à-dire qu'on a un niveau de démarrage qui est assez haut, qui est de 1 600 € pour 35 heures. Après, à coût d'ancienneté, il y en a qui sont aujourd'hui à 100 balles de plus. On paye bien le produit et en fait, derrière le prix d'un produit, il y a une réflexion d'entreprise, quoi. Donc nous, l'idée, c'est qu'il en reste un peu pour pouvoir se développer. C'est pas pour ce qui reste qu'effectivement, on se gave. Et mes producteurs, c'est pareil. Marine et Aldric, ils ont des projets. Jean-Baptiste en a aussi. Serge, il va prendre sa retraite bientôt. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Donc, ils ont des choses à prévoir. Donc, c'est eux qui déterminent. Et nous, on prend ou on prend pas. Ça nous est arrivé d'avoir des producteurs qui nous proposaient des choses qui étaient, qui auraient eu trop de répercussions sur le prix final de nos produits ou qui étaient un peu trop galères. On est déjà, les gens qui payent mieux le lait, on se trouve que c'est pas mal. Donc voilà, on décide pas du prix. On est habitué à Paris à trouver de tout. Partout, tout le temps. C'est le charme de cette ville aussi, comme le pire. Vous pouvez nous parler de la saisonnalité des fromages? Oui, parce que c'est quelque chose, en plus, je suis totalement contre cette notion de saisonnalité des fromages. Alors d'abord, il y a la saisonnalité du lait. Les vaches, aujourd'hui, elles produisent à l'année, donc les produits sont juste différents. Donc une vache à l'intérieur, moi en hiver, quand elles sont à manger du foin, je vais pas demander à Marine et Aldric de toute façon ils vont pas les foutre dehors, il n'y a pas d'herbe, elles défonceraient toutes les prairies, je vais pas leur dire je vous prends pas de lait ou je vous le prends moins cher. Les produits sont juste différents. Nous, c'est des moments à faire des super fromages parce qu'on va avoir des laits beaucoup plus riches. Sur les chèvres, on a fait le choix d'un éleveur qui bosse à l'année parce que lui, pour des raisons de trésorerie, même en bio aujourd'hui, c'est possible. En plus, c'est une réflexion qu'il a qui est pas déconnante par rapport aux petits. Les chèvres, elles mettent bac une fois dans leur carrière. Donc elles vont faire un petit, elles vont rester en lait. Et chez Serge, elles restent 5 à 6 ans en lait. Donc elles ne font pas de petits toute l'année, donc ça les fatigue beaucoup moins. Et c'est aujourd'hui une des alternatives qu'on a qui est de plus en plus pratiquée pour avoir du lait à l'année en bio, parce que nous, c'est notre premier volume d'affaires, on aurait du mal à pas vendre de chèvres en hiver de toute façon.
Et pour brebis, là par contre, Jean-Baptiste, il est saisonné dans le sens où les brebis elles mettent bas en novembre et il les monte à la montagne fin juin. En fait, c'est juste que les produits sont différents. Je pense par exemple au Saint-Nectaire. Dès qu'on écoute un fromager, ils sont tous en train de dire les meilleurs fromages, c'est ceux qui sont faits au lait d'herbe. C'est totalement faux. Les gens, ils mangent du reblochon en hiver, les vaches, elles sont au foin en hiver. Ma productrice de Saint-Nectaire, Patricia, elle en fait tous les jours. Des fois, ces vaches, elles sont dehors, des fois, elles sont sous la neige. C'est juste les produits qui vont être différents. Donc la saisonnalité, c'est le consommateur qui la met. C'est les industriels aussi, mais on a des producteurs face à nous qui peuvent le faire très très bien, cette histoire de produire à l'année. Vous êtes contre la saisonnalité? Non, je ne suis pas contre la saisonnalité. Je suis pour le fait que ce soit bien fait. C'est-à-dire que le fromage de chèvre, effectivement, traditionnellement, les chèvres elles vont mettre bas en février et elles vont tarir début décembre. Donc c'est-à-dire que normalement, il ne devrait pas y avoir de fromage. Pour avoir été un ancien chevrier, quand vous vous retrouvez avec 3 mois sans rentrer d'argent en hiver et que ça tire, là moi j'ai tous mes petits collègues qui commencent à trembler parce que l'après-été c'est la chute du lait sur les chèvres alors que c'est bon, il y a de la demande, ben, je comprends qu'il y a des éleveurs qui font le choix de lisser un peu tout ça. Quand vous avez des salariés notamment, vous n'allez pas les foutre en vacances de mois en décembre et en janvier. Donc, en fait, il y a ce truc sur la saisonnalité aujourd'hui qui m'horripile un peu parce que c'est une méconnaissance totale du monde agricole que de vouloir cette saisonnalité au niveau des animaux. Quelle quantité de lait et de fromage vous vendez par semaine? Parce que vous parliez de 4000 yaourts, c'est ça? Ouais. Alors moi, je sais ce qu'on transforme. Parce que ce qu'on vend, ce qui est compliqué, c'est qu'on vend pas que nos fromages. On vend aussi les fromages des copains, de gens que j'ai trouvés pendant mon tour de France et du monde. Donc nous, on reçoit 2000 litres de vaches, 1000 de chèvres, 500 de brebis. Par semaine? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, et c'est tout petit ici. Mais non, vous avez plusieurs points de vente? Non, alors il y a ici, on fonctionne avec les AMAP et les ruches, et voilà. Mais en fait, c'était la blague dans le quartier, c'est que quand on a ouvert en 2017, au début, j'étais juste avec Aude, et on faisait des soirées, on vendait 100 balles de cam, on était mais totalement déprimés, on se disait on s'est totalement gouré et tout. Et ensuite, il y a eu l'AFP qui, du jour au lendemain, a fait un sujet sur nous et nous a mis partout, et je suis rentré un soir, il y avait 20 mètres de queue. Et aujourd'hui, on est... nos chiffres sont on fait x2 tous les ans, quoi. Donc on vend tout ici. Et vous deviez ouvrir un second point de vente, ça? Alors, pas de second point de vente parce que nous, on n'a qu'une boutique, elle nous va bien et on n'a pas un gros profil de commerçant. On adore notre boutique parce qu'on adore nos clients, on adore le quartier, mais on n'a pas envie d'inonder des boutiques et d'en avoir partout. Là, on ouvre un atelier. Non, c'est pas dans les projets. La chose qu'on aimerait aujourd'hui, c'est augmenter notre volume de lait pour encore avoir plus d'impact chez les producteurs, voire en rentrer des nouveaux. Mais ça va plus être sur un atelier de transformation. Là, on vient de trouver un truc dans le 19e qui est pas mal pour lancer les yaourts, les glaces, le halloum en plus grande quantité. Après, une deuxième boutique, il faudrait vraiment qu'on ait un associé ici qui se décide de vouloir se lancer ce projet-là. Moi, j'en veux pas de deux. Voilà. D'accord. Une, ça me suffit. Alors vous avez dit, je vous cite, que vous voulez offrir de tout à tout le monde. Comment ça se traduit? J'ai dit ça? Wow, j'ai dit on ça. L'a lu. Oui. On lit beaucoup de choses sur moi en ce moment. J'ai eu un article un peu Black Bloc la dernière fois de Notre-Dame-des-Landes qui a été... C'est un peu emballé les journalistes. Alors, offrir de tout à tout le monde? Non. Oui. Oui ou non? Je sais pas. Oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que il y a des produits... un produit a forcément de la valeur. Derrière un produit pas cher, on est sûr d'avoir des gens qui ont été mal payés, des producteurs qui n'ont pas été mal payés, notamment sur certains produits. Alors quand je dis ça, je parle pas de luxe, mais je parle d'un litre de lait. Un litre de lait aujourd'hui à moins d'1,50 €, on sait qu'il y a quelqu'un qui vit pas. Ce qui explique que les producteurs ferment les uns après les autres, ou agrandissent leur structure, ou surendettent et tatati et tatata. Et en plus après, c'est transformé dans des usines où les gens sont payés coup de pied dans le cul à faire les 3-8 pour produire un truc qui est en plus inintéressant au niveau du goût. Donc nous, on a un prix minimum, et c'était aussi une importance qu'on voulait, par exemple dans le quartier. Il y a des produits sur lesquels on fait moins de marge. Par exemple, un litre de lait bio chez nous qui soit cru ou qui soit pasto, c'est 1,80 €, et quand vous l'achetez en seau de 5 litres, c'est 1,50 € le litre. Et c'était se dire, on vend des yaourts, alors derrière un pot de yaourt chez moi à 4,50 €, il y a un lait bien payé, il y a des fruits qui sont coupés à la main, mélangés à du sucre de canne, c'est empoté à la main, là c'est ce que je suis en train de faire, par des gens bien payés, ça coûte 4,50 €, c'est le niveau d'une pâtisserie, clairement. Par contre, si j'ai des clients qui ont moins de moyens, en fait les gens font vachement leur yaourt, et j'ai vachement de clients qui viennent ici. Nous on est les plus gros trafiquants de lait sur Paris, de gens qui font leur
leur lait, qui font leur fromage blanc, qui font leur yaourt. C'est-à-dire vous vendez du lait Ouais, et les gens et notamment pas mal dans le quartier, parce qu'il y a une grosse communauté pakistanaise notamment qui vient nous prendre à chaque arrivée des seaux entiers de lait. Sur Château Rouge, on en trafique un peu, et donc voilà. Après, il y a des produits sur lesquels on ne pourra pas faire ça. Par exemple, je vois le Salat Tradition, fromage au lait de salaire, tout est fait à la main, affiné 8 mois. Je ne vais jamais pouvoir le foutre à 13 balles. Il y a cette phrase de Perico Légas que j'aime bien, c'est que 8 €, ça peut être 5 morceaux de fromage. Et là, vous êtes sûr de mal manger, comme ça peut être 3 morceaux de fromage, et là, vous êtes sûr de faire vivre les producteurs. Donc, je suis plus partisan du manger moins, mais manger mieux. Voilà. Vous avez le label d'entreprise sociale et solidaire. Oui. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique ? Alors, à la base, ça a été créé par Macron, donc c'est pas dingue en termes de social, faut pas se leurrer. Entreprise sociale et solidaire, en fait, dans les mots, ça veut dire que je dois consulter mes salariés dès que je fais un investissement supérieur, je crois, à 7 500. Et je peux pas me payer 10 fois moins que le salaire le moins bas, le plus bas de mon entreprise. Après, 10 fois le salaire le plus bas. Le plus bas, D'accord, voilà. okay. Ce qui me laisse quand même un peu de marge. Bon, oui. Le jour où je gagnerai 16 000 balles par mois, je pense que je serai pas mal. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que derrière ça, c'est les énergies que ça a développées. Et notamment, il y a des gens qui sont allés plus loin là-dedans parce que c'était l'occasion notamment de mettre dans ces statuts le consultatif pour les salariés, la transparence et aussi l'investissement. Donc nous, notamment, je vois, on travaille avec Finacop, notre comptable, qui a toute cette réflexion aujourd'hui également et de financement entre les entreprises sociales et solidaires parce qu'on est censé aussi investir dans l'économie sociale et solidaire. Et en fait, du coup, il y a quand même que des jolis projets. En contrepartie ? De quoi ? Vous avez des aides ? Non, on n'a pas spécialement d'aide, mais là je vois par exemple notre financement qu'on va avoir, on va plus se faire via des levées de fonds d'entreprises sociales et solidaires, type Biocoop, type Wikipédia, okay, qui elles vont consacrer des fonds au développement d'entreprises qu'elles vont choisir. Et en fait c'est plus ces initiatives que ça va regrouper qui sont intéressantes sur ce principe-là. Toujours cette histoire de transparence. Voilà, et je pense que si on n'avait pas eu cette démarche, moi aujourd'hui j'ai les filles là, Aude, Émilie et Fanny. Je connais bien leur nom, c'est juste que je suis fatigué, qui viennent de s'associer avec moi, qui ont récupéré 10% du capital pour lancer le truc. Et c'est quelque chose que nous, on met en place et sur lequel on réfléchit. D'avoir une politique qui n'est pas une politique perso, d'entreprise paternaliste à la con. Et l'idée, c'est que les filles augmentent leur capital à l'avenir, voire qu'on fasse entrer d'autres gens. Pour l'instant, on n'est pas une coop, on n'est pas encore ça. Peut-être que c'est ce qu'on deviendra, c'est pas le cas pour l'instant. On verra. C'est combien le ticket d'entrée ? Le ticket d'entrée, ils ont mis 1000 balles sur la table, ça va quoi. Ça va. Pour avoir 10% de la laiterie, ouais, ça va. Vous voulez nous parler de votre fromage Mira que vous avez Et oui, parce que co-créé et collaboré ? Ouais, c'est pas notre plus gros volume le Mira, mais surtout ça a été, je pense, la pire des choses qu'on ait pu faire comme la meilleure, parce que au début on était tellement débordés que c'était quand même, on a eu des petits moments où il était quand même pas dingue. C'est un fromage qui est né du fait que moi j'ai beaucoup bossé dans les alpages en reblochon, donc inspiré du reblochon, et on lave à la bière de la brasserie de la Goutte d'Or qui s'appelle la Mira. Donc l'idée c'était de faire un fromage vraiment en connectant les énergies du quartier. Du coup c'est un fromage, là à la saison on n'en a pas parce qu'on restreint un peu la gamme et qu'ils sont à l'affinage pour la rentrée. C'est une pâte molle à croûte lavée. Pour moi c'est clairement pas le meilleur des trucs qu'on fait, mais il y a quand même ce truc, comme il s'appelle Mira, les gens l'aiment beaucoup. C'est comme on a un fromage qui s'appelle le Là-bas. On donne souvent des noms de rues, mais en fait la brasserie de la Goutte d'Or fait ça aussi, et c'est une manière de faire un petit clin d'œil au quartier. C'est comme on a un fromage chez Lika, notre type Saint-Marcelin, parce qu'on est entouré de Lika Mobile, qui sont nos gros clients de lait. Donc on essaye à chaque fois qu'on donne le nom d'un fromage qu'il y ait une connexion au quartier. Alors qu'est-ce que c'est le Là-bas ? Le Là-bas, c'est un fromage de chèvre qui est carré, qui ressemble à un petit pavé, qui est plutôt crémeux normalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un pavé des poissonniers aussi, comme la rue des poissonniers. Comme on n'est pas sous zone d'appellation, si on pourrait faire du brie de Meaux ici, mais bon, on n'a pas envie. Et vous faites aussi du labné, qui est un produit qu'on ne connaît pas forcément ? Alors on fait plein de lait fermenté, parce que nous, quand on s'est pointé dans le quartier, c'est venu d'abord de Kaidi, de la boucherie Halal en face, qui nous a dit « Qu'est-ce que vous faites pour le Ramadan ?» Et nous, on était là, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour le Ramadan ? Parce que le Ramadan, dans la Goutte d'Or, c'est quand même un moment commercial qui est d'une grande importance. Et on voit vraiment le quartier changer. C'est l'arrivée des pâtisseries, c'est l'arrivée... c'est des grands moments de vente quand même. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va partir sur le leben, à l'époque, qui est un lait fermenté originaire d'Afrique du Nord. Mais à chaque fois qu'on a fait un produit, l'idée, c'était de le faire tel qu'il était fait par les gens là-bas, quoi. On s'est pas fait chier sur les fromages pour faire un truc avec des ferments à la con de Danone, uniquement pour se faire des thunes pendant le Ramadan. Donc on s'est beaucoup galéré pour retrouver la recette originale. Alors moi j'avais des contacts notamment à l'université d'Alger qui nous ont pas mal aidés. Et puis j'ai un réseau aujourd'hui de fromagers un peu partout dans le monde qui font qu'on a
a mis en place cette première recette. Ça a été un gros carton parce que on le fait de manière naturelle, on le fait à froid. Et donc ça, on en vend. Alors ce qui est drôle, c'est que les riches appellent ça du kéfir et sinon ça s'appelle l'eben. C'est pour ça que c'est écrit aussi en arabe sur notre porte. Suite à ça, on a commencé à s'intéresser au lait fermenté. Et en fait, dans mon pacte d'associés avec les filles, il y avait le truc de se dire que tous les ans, afin de continuer à voyager, chacune part une semaine avec moi à l'étranger et on décide une destination pour booster un peu nos connaissances sur le produit. Donc ça a commencé avec Fanny, là on est parti au Liban et on a découvert l'univers du laban et du labné, même moi je m'y perds un peu, donc qui sont des yaourts plus ou moins égouttés, de vache ou de chèvre en lien avec la gastronomie libanaise. Et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui au niveau des fromagers en France, il y a quand même un côté un peu tradoche, que nous, on n'a pas ici, parce qu'on est au sein d'un melting pot de dingue qui fait qu'on lance des produits libanais, tout de suite, tout le monde en parle et ça va intéresser énormément de gens. Or, en ce moment, il y a beaucoup de choses autour de la cuisine syrienne, de la cuisine libanaise. Oui. Donc, ça fait des émulsions de fou qui font qu'aujourd'hui, on trafique du labné et du laban comme c'est pas possible. Et c'est ça qui est rigolo d'en parler. C'est quoi votre produit phare ? Alors, le yaourt, avant tout, tous les fromages de chèvre. Le labné est en train d'en devenir un. Là, c'est clair qu'on commence à en vendre. Ça me donne envie de partir avec un labné. Bah, il va falloir. Le halloum, donc, qui est notre version du halloumi. Ça, c'est clair que c'est un truc... pareil, qui est né d'une histoire. J'étais à Londres parce que je break pas beaucoup, mais en plus je break en ville. Je suis quand même amené à aller pas mal à la campagne, mais c'est vrai quand je dois me prendre 2 jours pour respirer, j'adore aller à Londres. Et je voyais tous ces gens manger du halloumi. J'avais jamais goûté. Mais quand je voyais la masse de gens manger, je me suis dit il y a forcément un truc à faire. Et donc ça a été d'une galère parce qu'il fallait qu'on trouve la recette. La recette elle vient de Chypre à la base. Ouais. Il a fallu que je trouve des gens qui parlent chypriote, ce qui est quand même assez chaud à Paris, que je drague des chypriotes pour qu'on arrive à avoir la recette. On a eu une première recette et c'est ça qu'on est reparti faire au Liban avec Fanny. Et là avec Aude on part sur la mozza et avec Émilie on part Grèce et Bulgarie autour du yaourt pour trouver les ferments originels et essayer d'envisager un yaourt sur une base crue comme autrefois, ce qui est très galère techniquement et interdit. Voilà. On le dira pas. Bah c'est pas grave. Et votre clientèle c'est quoi à peu près ? C'est tout le monde. Gens du quartier ? Ouais, alors c'est beaucoup les gens du quartier parce qu'en fait, quand on parle de gentrification à la Goutte d'Or, c'est juste qu'il y avait un manque. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de fromagerie. Alors c'est aussi parce que la profession, pendant longtemps, elle avait disparu. Hein. Les fromagers, on les revoit revenir aujourd'hui, mais c'est un produit de luxe aussi. Hein, ouais, clairement. C'est un produit de luxe et ou du quotidien, hein, parce qu'on va avoir des fromages, nous on démarre à 3,50, c'est clair que c'est un achat plaisir. Il y a moins cher à Franprix. Je sais pas combien ils sont, petit Billy ou Président sur leur cadeau. Je parle de fromage. Ouais, mais bien sûr. Mais du coup, c'est les gens du quartier essentiellement parce que on est sur un quartier qui est hyper dynamique, alors où il y a la clientèle un peu historique, très militante de la Goutte d'Or, qui fait son effort de faire ses courses dans la Goutte d'Or pour faire vivre les gens. Donc ça, c'est vraiment des rencontres géniales. C'était les premiers. Après, il y a tous les gens qui ont emménagé ces derniers temps parce qu'ils aiment le quartier, qui sont une clientèle un poil plus jeune, mais qui sont aussi des gens super gourmands, super épicuriens. Il y a tous nos collègues de la rue sur le lait. Puis alors après, maintenant, comme on commence à être un peu connu, on commence à avoir un peu de touristes, on commence à être un peu tagué sur Instagram en japonais notamment. On a des gens qui sont très traumatisés parce qu'ils nous voient via les réseaux sociaux, puis ils se pointent ici, c'est assez drôle. Et donc on a quand même pas mal de touristes, pas mal de gens. Là en ce moment sur l'été, beaucoup de gens qui ont un peu plus de temps qui traversent Paris. Mais sinon, on vit avec notre quartier parce que quand vous n'allez pas vous taper 40 minutes de métro pour venir nous voir, quoi. Tout le monde a un bon fromager à côté, quoi. Oui, on l'a fait. Oui. Quel est votre prochain rêve ? Repartir à Londres ? Non, là j'ai quand même des petits projets de voyage et de trucs comme ça. C'est le mot rêve. Votre prochain projet ? Ah oui, prochain projet, on va avoir la création de l'atelier, là, dans le 19e, qui nous excite pas mal. Sur les produits, il y a les deux, s'attaquer sur la mozza, la glace, rebosser le yaourt, ça va être nos projets pro. Continuer à vivre ce genre de développement de dingue qu'on vit, parce qu'il est hyper agréable à avoir. Et bientôt souffler la deuxième bougie. Ouais, la deuxième, oui, c'est bientôt, ouais. Oui, c'est clair, c'est dans 3 mois. Voilà. Merci Pierre de nous avoir reçus dans cette période festival très chargée. Et nous vous souhaitons plein de réussites et plein de petites chèvres. Oui, plein de petits fromages, plein de petits trucs.